Hello, and welcome to the channel where today we are with Éclair TV. On va continuer en anglais, on va parler en français un petit peu. L'émission est un peu technique parce que on va parler du corps de la femme dans la peinture avec des artistes. Ernest Breuler qui nous vient de la Martinique. Bonjour Ernest, ça va? Bonjour, ça va? Bien. Chantal Léa Commun. Avec vous. Avec plaisir. Chantal Léa Commun. Bonjour tout le monde. Tu nous viens de Saint-François? Oui. Cynthia Fibel. Bonjour. Deuxième fois ici? Deuxième fois, oui. D'accord. Alors pour moi, en pensant à tout ça, je pense beaucoup à la représentation de la femme dans la peinture ou dans l'art contemporain en général, qui souvent pour moi est beaucoup synonyme de violence. Mais même l'idée aussi de l'histoire de la femme et de l'utilisation du corps de la femme, en particulier des viols. Aussi je pense au travail de Kelly Sinapamari, je pense au travail de Swagesi Rabouter l'autre jour avec un cadenas sur le sexe féminin, ou même en tant qu'enfant en Guadeloupe ou en Martinique, quand on parle de l'histoire. Moi, ce dont je me souviens, c'est cette invasion, cette attaque des Caraïbes contre les Arawaks où ils ont tué tous les hommes et ils ont gardé les femmes. Et je pense aussi aux IVG de la Réunion. Je pense à la mulâtresse Solitude. Certainement, Cynthia nous a envoyé une photo où elle se met en scène aussi. Est-ce qu'il y a une souffrance permanente dans la représentation de la femme? On peut commencer avec toi, peut-être. Une souffrance permanente dans la représentation. Alors, est-ce que c'est en tant que regardeur ou en tant que femme au quotidien? Je ne pense pas qu'il y ait une souffrance. S'il y a une souffrance, c'est à peut-être observer les vieux paradigmes qui enserrent le corps des femmes à... Non, mais je parle dans la représentation des artistes. Par exemple, quand on voit même ton travail, on voit la mulâtresse, c'est certainement pas une vision dorée, sentimentale de la femme, disons. Avec la mulâtresse, au contraire, elle empoigne une image finalement d'héroïne. Parce que finalement, enfin, quand on regarde et qu'on la remet dans son contexte qui est celui de l'esclavage, et qui est un espace de résistance aussi, oui, mais on parle beaucoup des marrons, on parle des hommes. Et donc, peut-être que ce que le questionnement sur le corps des femmes met en question, c'est aussi nos sociétés phallocrates, ou j'ai envie de dire phallocentrée ou centrique. Oui, donc c'est en opposition. Je veux dire, quand tu parles d'une société phallocrate, tu parles du fait qu'il y ait une sorte d'oppression, un manque de liberté, une vision ou en tout cas une considération qui ne soit pas au même niveau. En tout cas, tout ça me semble un peu difficile. C'est pas... alors l'oppression pour la femme. ou la soumission, tout à l'heure tu parlais je crois d'assignation, enfin cette assignation au bonheur, cette assignation à la maternité, cette assignation à incarner on va dire une forme d'idéal social. Cette assignation existe et ça je pense depuis l'Antiquité. On parle des sociétés occidentales. Après contextuellement, pour la Guadeloupe, il s'agit aussi effectivement, quand on parle de la mulâtresse Solitude, de se demander qu'est-ce qu'elle incarne. Est-ce qu'on peut voir peut-être l'œuvre que tu as faite? C'est une photo que tu as faite pendant le confinement, non? Oui, c'est une photo que j'ai faite pendant le confinement. C'est vrai que c'est une période où où je suis un peu agie par ce que j'ai appelé une espèce de réflexion sur la mobilité, dans l'immobilité. Qu'est-ce que cette période qui nous assignait à résidence, puisqu'on parle encore d'assignation. C'est pas celle-là, c'est encore une autre. Qu'est-ce qu'elle mettait en mouvement? Et en fait, moi, j'habite à Pointe-à-Pitre et je suis pas très loin justement de cette sculpture qui est sur le territoire des Abîmes. Voilà cette photo. Voilà. Elle renvoyait aussi
Est-ce qu'on veut parler de ton état physique aussi au moment de cette photo? Au moment de cette photo, je ne suis pas enceinte et d'ailleurs Donc c'est une mise je la en scène. poste un 1er avril, le 1er avril 2020 exactement. Donc c'est une mise en scène. C'est une Tu mise te mets en en scène. scène comme une femme enceinte. Absolument. Mm. Et effectivement, il y a ce jeu entre l'imaginaire, le réel, la question de la représentation, comment elle est reçue dans l'espace public, puisque quand je la poste, je reçois toutes sortes de félicitations, certainement prophétiques, mais à ce moment-là, il y a vraiment ce geste de réincarner un personnage qui finalement est tout à fait isolé. Et c'est vrai que on parle beaucoup de la mulâtresse solitude, qui d'ailleurs a été presque incarnée par la plume d'André Schwarzbart, ça on l'oublie. Et Est-ce qu'elle n'a pas été inventée par André Schwarzbart? Parce qu'on ne sait pas. Mais elle est inventée dans une certaine mesure. Oui, elle est inventée d'ailleurs et fondamentalement, mais en même temps, elle répond à un tel besoin politique. Oui, politique, idéologique, historique, de repères. Est-ce que c'est pas un peu dangereux cette prise en main politique d'un personnage romanesque au bout du compte? Mais je pense qu'elle échappe aux politiques. Parce qu'elle rejoint cette part d'imaginaire, parce que nous sommes dans des sociétés où il y a une partie de la mémoire qui est tronquée. Il y a toujours cette bataille de la mémoire contre l'oubli, et on a besoin d'inventer nos récits. Et tous ces récits manquants, on a envie de les dire, et elle vient incarner un récit manquant. Elle vient incarner... peut-être qu'à côté de ça, on passe à côté de l'histoire de Gertrude, par exemple, et d'autres femmes. Elle est toute celle-là, en fait. Voilà, et puis je pense à la Martinique, il y a d'autres femmes, Lumina, enfin bon, il y a toutes ces femmes qui sont... dont on a besoin de réinvestir l'histoire. Et elle ouvre un peu, finalement, une voie à prolonger et à défricher ses récits. Je pense à Anna Kauna, enfin toutes ces... Mais est-ce que cette parce qu'au bout du compte, c'est un personnage romanesque qui, à Pointe-à-Pitre, est une sculpture, donc un peu une œuvre d'art, et finalement dont tu t'inspires pour faire cette espèce de juxtaposition qui est aussi une œuvre en soi, ensemble, qui est clairement engagée. Et donc, pour moi, à partir du moment où il y a un engagement, une prise en compte, une transformation, il y a toujours un risque de manipulation politique. Et entre autres, particulièrement en ce qui concerne la mulâtresse solitude, une prise à partie de ce personnage, notamment par les féministes ou même par ce que j'ai entendu dire l'autre jour, les afro-féministes. Est-ce qu'on peut parler de ça et de la relation entre l'art, la manifestation artistique et les différents mouvements politiques ou sociopolitiques? Dernièrement, je pense que tu étais présent, j'ai eu l'occasion de modérer un échange sur un ouvrage qui vient de sortir, en fait, qui est vraiment récent, qui s'appelle l'abécédaire des féminismes présents. Et donc, ce livre, en fait, qui est coordonné, enfin, conduit par Elsa Dorlin, après, on voit les champs dans lesquels on investit la question. Elle est philosophe. Elle fait appel, en fait, à des voix, mais qui viennent de tous les milieux. A priori, enfin, il me reste encore à éplucher quelques textes dans cet ouvrage qui est quand même assez conséquent et qui réunit pas loin de 70 textes à peu près. Donc, on a la voie du syndicalisme, on a l'écoféminisme que tu citais, le cyberféminisme. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas réduire le féminisme à une définition spécifique. Je pense qu'il y a autant de féminisme que de personnes qui agissent le monde et qui dépassent le genre féminin, puisqu'on parle encore... Je voudrais montrer... un ou deux de mes dessins sont les dessins que j'ai faits sur papier. Je ne sais pas s'ils sont là tout de suite,
par rapport à cette relation du corps, de la transformation de celui-là, par exemple, enfin, il est à l'envers, enfin, on voit une sorte de revolver qui passe à travers le sexe féminin, et puis il y en a un autre, il est à l'envers, hein, mais bon, c'est pas grave, et il y en a un autre où clairement le corps, ici il est aussi à l'envers, c'est compliqué à voir, non, il est à l'endroit, où en fait le vagin de la femme se transforme, prend la forme d'un sexe masculin. Est-ce que dans la relation avec les revendications, la présence très forte de revendications dans l'art contemporain, est-ce qu'il y a une menace pour l'homme aujourd'hui, Ernest? Est-ce que tu vois ça comme ça? Moi, j'aborderai la question un petit peu autrement. Tu as dit une petite phrase tout à l'heure qui est importante. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouge. Tout simplement parce que nos sociétés, en tout cas au moins occidentales, mais je crois que c'est mondial, c'est que la société, elle sort des vieilles communautés avec les vieux archaïsmes et dans lesquelles les individus prennent une place extrêmement importante. Aujourd'hui, le discours n'est pas porté par une communauté, mais par des individus, par des artistes, par des écrivains, par des femmes anonymes, par des gens qui se battent pour leur liberté. Et je crois qu'il y a une corrélation avec justement les pratiques artistiques. Pendant longtemps, la femme était pratiquement représentée comme objet de désir véritablement. Et au fur et à mesure, et même la place de la femme artiste était extrêmement rare parmi les hommes. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer, parce que c'est une société d'individus qui échappe aux règles très strictes d'une communauté. Je prends par exemple aujourd'hui ce qui se passe avec Daesh, où véritablement cette communauté, la vision communautaire, impose un certain nombre de comportements, un certain nombre de violences vis-à-vis des femmes. Et même que la femme n'est pas représentée non seulement dans les arts, mais aussi politiquement, elle est absente. Je crois que... Tu veux dire où? Je prends par exemple ce qui se passe chez les talibans. Bon, en Europe, il y a une espèce d'évolution. Enfin, aux Antilles. La femme s'est libérée progressivement. Le droit de vote, ça fait pas très longtemps que les femmes l'ont acquise. Les salaires, pour l'instant, même dans les pays les plus développés aujourd'hui, la femme n'a pas le même statut que l'homme. Il y a toujours des réminiscences de l'ancienne communauté qui se trouve être là. Aux Antilles, je crois que aussi, c'est le même schéma. On se rend compte que même ces sociétés, la place que représente la femme aujourd'hui dans les sociétés antillaises, il y a un basculement qui est en train de se faire parce qu'individuellement, les femmes ont pris la parole. La communauté n'est plus dominante comme avant, etc. Mais dans l'art en particulier, est-ce que tu vois, j'ai le sentiment que chaque parution du corps de la femme fait généralement par des artistes féminins est une énième revendication ou une énième possibilité de dénoncer une inégalité. C'est pas une énième, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a changé fondamentalement. À partir du moment où les communautés n'imposent plus, où l'individu aujourd'hui, c'est comme les artistes aujourd'hui. Moi, je ne représente aucune communauté, mon art ne représente aucune communauté, ne représente que moi, mon rapport au monde, à moi-même. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de manière générale. La prise de parole de la femme, elle est importante. Elle est importante à tel point qu'elle entraîne une prise de parole des hommes aujourd'hui. Et je crois qu'il y a ce basculement. Et aujourd'hui, est-ce qu'en art, aujourd'hui, on peut peindre une femme comme peignait au 19e siècle, au 20e siècle, au début même de la Révolution, comment dirais-je de la Renaissance.
Non, beaucoup plus tardivement, beaucoup plus tard que L'impressionnisme. lorsque Baudelaire arrive, lorsque tous ces mouvements littéraires arrivent, où l'homme prend la parole, la femme prend la parole en même temps, il y a une évolution qui commence à se faire véritablement. Ouais, c'est vraiment vers la fin du 19e siècle à peu près qu'on sent quand même une parole de femme. Absolument, absolument, absolument. Chantal Léa, est-ce que maintenant dans l'art contemporain, est-ce qu'on a ce sentiment, est-ce que tu as ce sentiment que la représentation féminine est nécessairement une représentation engagée et qui dénonce nécessairement? Nous, on a exposé ton travail sur la mort de ton père. Et il y a quelques représentations féminines qui ne sont pas nécessairement dans cette violence, mais il y en a quand même quelques-unes. Je peux l'expliquer. Mais il y en a qui sont dans cette violence. Mais dans ton cas, c'est une violence où tu as la main sur le visage. Mais il y a les autres choses que j'ai vues de toi, notamment sur la maternité, où tu mets en cause le chlordécone. Mais donc il y a aussi une vision difficile quand même de la femme, et qui n'est pas nécessairement une revendication féministe. Pas forcément. En fait, c'était juste une... Enfin, on parle là de la représentation du corps de la femme. Je pense qu'au départ, il y a la façon de se présenter au monde, la corporéité, c'est-à-dire comment on est perçu en tant qu'être humain quand on vient au monde. Et moi, je pense que tout mon travail part de là, d'un besoin de se faire sa place. C'est-à-dire, je m'explique, dès le départ, quand je viens au monde, j'ai l'impression qu'il faut que je me trouve une place, parce que j'arrive dans une famille indienne, avec, après un premier-né, garçon, qui est mort, qui n'a pas vécu longtemps. Et donc, moi, j'arrive en tant que fille, et dans notre communauté, comme plein d'autres communautés humaines, on a l'impression qu'un garçon comme premier-né, ça a plus de valeur, quoi, voilà. Donc moi, j'arrive sur ce corps, enfin sur cette absence, voilà, de quelqu'un qui est idéalisé, et j'ai l'impression qu'il va falloir ramer quand même pour... Et ça, c'est un sentiment que tu as depuis l'enfance. Ouais. Et que tu as gardé. J'ai compris ça après, pourquoi j'avais cette phobie sociale, pourquoi j'avais l'impression de ne pas être toujours à ma place, même dans le monde de l'art. Tu as bien vu comment j'arrive. Lynn, elle me disait toujours, mais vas-y. Enfin, j'enfonce pas les portes. Et il y a toujours eu ce côté-là de ne pas être vraiment à sa place. Après, il y a eu le départ aussi à Paris. Et il y a toujours cette singularité, ce truc où il faut s'imposer quelque part. Et je me suis retrouvée donc, à Sorbonne pendant 7 ans avec des profs qui justement travaillaient beaucoup sur l'art corporel, puisqu'on c'est le sujet d'aujourd'hui. Et ça parlait beaucoup du corps masculin. Et encore là, il fallait encore s'imposer en tant que corps noir, en tant que corps féminin. Et dans tout mon travail, oui, il y a cette souffrance à être, tout simplement. Et je pense que j'ai plus fait des portraits où on voit les yeux rougis, voilà, plus que des corps, en fait. Cynthia, est-ce que toi aussi, tu as vécu petite, comment tu as grandi avec cette conscience d'être une femme ou pas? Ou est-ce que toi, ça a été différent? Ou ça n'a pas été un problème? Je pense que dans la communauté indienne, c'est vachement... Non, mais en tout cas, je suis assez sensible à ce que tu dis. Et j'ai lu Ne reste pas à ta place, en fait, de Rokhaya Diallo. Il y a vraiment ça, finalement, et quelles que soient les communautés. Moi, j'ai grandi dans une communauté très chrétienne. Parce que mes parents, ils sont évangélistes. Il y a aussi cette assignation à la pureté. Ici en Guadeloupe, oui, ici en Guadeloupe, il y a... on sent globalement et socialement cette fragmentation des femmes, leur perception entre Marie et Marie-Madeleine, quoi. Il y a ces deux extrémités et puis la femme. Et d'ailleurs, je n'aime pas dire la femme parce que j'ai toujours le sentiment qu'on la réduit à une chose, et donc moi j'aime bien justement dire les femmes, et je grandis donc dans ce contexte-là, mais tout en ayant toujours une conscience assez ouverte. Mais je pense que ça dépend du bassin dans lequel on est. Mes parents
ont déménagé assez tôt. Moi, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre, à Fontlogé, et après, j'ai grandi vraiment là où je me suis épanouie, c'est à Vieux-Habitants, dans la campagne. Et j'avais un enseignant, et s'il nous entend, je le salue, qui s'appelle Monsieur Gustave. Et ça aussi, c'est déterminant, je pense, ce qu'on irrigue dans l'enfance, dans nos imaginaires. Et je me suis sentie grande assez vite. J'avais l'impression de découvrir le monde, en fait, quand j'ai eu 7 ans. Parce que j'avais une autre conscience. Je crois que je vivais le monde entre Paris et la Guadeloupe. Je pensais qu'il n'y avait que ces deux polarités, parce que tous les 3 ans, on avait... Paris, où tu y allais? Non, mais j'y allais pas, mais on avait des tantes, des oncles qui viennent, et je vivais avec ce rythme-là. Mais entre 7 et 9 ans, je découvre en fait la Caraïbe, je découvre des textes de Kamara Lai, je lis un certain nombre de textes, et quand j'ai grandi plus tard, je me suis dit mais waouh, mais je sais pas, je me suis demandé est-ce qu'il était indépendantiste, quelle était sa posture au monde, parce que il nous a ouvert des champs sur l'histoire, sur vraiment on a lu Guy Tyrolien, je sais pas si c'est vraiment en tout cas ça a ponctué plein de choses. Et du coup ça détermine parce que je n'ai pas grandi avec cette idée que j'étais une fille ou que j'étais un garçon. Ou devoir te justifier ou faire plus. Voilà, mais quelquefois ça revient, parce que tu parlais de l'éducation de ta fille tout à l'heure, différemment parfois de celle des garçons. Mais moi, je sais que quand j'étais enfant, il y avait un goyavier en bas de chez moi et j'aimais aller dedans. Je monte dans l'arbre avec un livre, un cahier, je dessinais, et ma mère me disait toujours, mais pourquoi tu es dans cet arbre alors que ta cousine, elle est tranquillement chez elle, elle fait la vaisselle, etc. Et je trouvais ça... Ouais, jouer avec ses poupées. Ouais, et moi, j'ai pas eu... je crois que symboliquement, j'ai pas eu de poupée. J'ai eu des images, j'ai eu des mondes, et ça, c'est très structurant aussi. Est-ce qu'on est dans une société patriarcale, en tout cas peut-être un peu moins maintenant, mais est-ce que de ton vivant, est-ce qu'on est dans une société, on a été dans une société patriarcale où l'acceptation de ce patriarcat était plus naturelle, plus doux, où les filles avaient moins le sentiment d'être oppressées, bien que la société restait tout de même patriarcale? La question, je dirais, du féminin, la question de la femme, je vous écoute parler, vous avez toutes les deux parlé de votre communauté. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le combat des femmes, on aurait dit qu'elle commence, c'est quelque chose d'infini. Hein. Je veux dire bien qu'il y a les traces imposées par la vieille communauté, les vieux archaïsmes. Tant que la pression ou les traces communautaires existent, eh bien le distinguo va se faire. Quand tu me parles de société patriarcale, c'est bien parce qu'un certain nombre de valeurs ont été inculquées. Lorsque tu te maries, tu dis tu obéiras à ton mari. On dit ça toujours? On dit ça toujours au sein de l'Église. Au sein de l'Église, oui. Dans le mariage, et inconsciemment, on nos sociétés restent judéo-chrétiennes. Oui, chrétiennes. Nous sommes marqués par ça. Aujourd'hui, la seule libération possible, c'est la disparition de l'esprit communautaire. Ça, pour moi, c'est vraiment fondamental avec l'ensemble des valeurs qu'elle porte. Je prends le cas de l'Inde, je prends le cas de la Chine et beaucoup de pays où l'enfant, lorsque les enfants naissent, quand c'est une fille, c'est un malheur terrible. Et ça va jusqu'à les sacrifier quelque part. Ça veut dire bien que la pression communautaire, elle fait partie de cette espèce de discours qui fait que la femme reste un être secondaire. Et je veux dire, chez les artistes, toutes les questions de représentation sont liées justement à ce discours dominant qui existe. Aujourd'hui, les choses sont possibles parce qu'on sort d'une société communautaire, même s'il y a encore des traces, où l'individu prend la parole. Lorsque les femmes montent au créneau, qu'elles soient écrivaines, qu'elles soient juges, etc., il y a une parole portée de la femme qui change le monde aujourd'hui. Et change le monde, c'est aussi changer les hommes dans leur rapport aussi. Je sais pas, avant, un homme se mariait, bon,
les tâches ménagères étaient réservées aux femmes. L'homme ne faisait rien, il allait voir ses copains, etc. Il rentre, etc. Le manger doit être réchauffé, etc., etc. Il y a des choses qui ont bougé, il y a les lignes qui ont bougé. C'est parce qu'il y a un combat qui est mené par les femmes. Mais tant qu'elle sera menée seulement par les femmes, où l'homme sera toujours le spectateur, parce qu'en fait ça ne le dérange pas trop, et aujourd'hui on se rend compte que l'homme prend la dimension humaine qui est la même, c'est-à-dire nous sommes de la même origine, si tu veux, quelque part, et à partir du moment où les choses s'en font comme ça, eh bien, il y a un combat qui fait qu'il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, on soit sur des questions d'arrière-garde aujourd'hui, c'est-à-dire la place de la femme dans la société, la place de la femme représentée dans l'art. Mais quand je dis la femme représentée dans l'art, mais c'est la femme représentée socialement aussi, qui fait qu'elle est dans un état secondaire, et ça c'est une bataille qui va être longue, et on s'étonne toujours qu'on soit à ce combat-là aujourd'hui au XXIe siècle. Et un combat finalement on ne sait pas qui va gagner ce combat. Mais la communauté, est-ce qu'il faut l'éliminer ou juste l'amener à être un peu plus juste? Toi qui... L'éliminer. Surtout toi qui parlais de communauté. Oui, mais il me semble que c'est important. C'est au-delà de la communauté. Je pense que c'est aussi, ça parle de conditions aussi sociales, parce que je pense que c'est pas qu'une communauté indienne. C'est plus on va être instruit ou voilà, on va peut-être être plus ouvert, plus tolérant, plus. Donc tu penses que il faut l'amener en fait à plus de justice. Plus de justice, plus d'équité. D'équité. Moins d'inégalité, voilà. Je pense que dans le milieu rural dans lequel duquel je viens, la femme était plus cantonnée à certaines tâches subalternes. Je pense que dans des milieux plus aisés, c'est différent. Dans les mêmes communautés. Oui. D'accord. Je voudrais revenir un peu sur l'art. Et parce que pour moi, il y a deux choses qui me sont venues à l'idée sur le corps de la femme dans la peinture, enfin dans l'art, c'est la mulâtresse solitude, on en a un petit peu parlé, et naturellement l'origine du monde. On en a déjà parlé dans une des émissions. Je ne sais pas si en régie on peut montrer. Moi, à la base, c'est un tableau de Courbet. Qui date de 1900, 1800, quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que ce qu'on trouve, voilà, c'est ce tableau ici, ce qu'on trouve décrit, c'est flouté. Avec l'origine du... Oui, flouté. Même sur TV. C'est gênant. Oui. Ah oui. Non, mais en même temps, ça stigmatise aussi ou du moins ça vient donner toute l'ampleur de ce que ça peut représenter finalement. Oui, mais cette peur du corps des femmes. Mais ce serait un sexe d'homme, on l'aurait flouté aussi. Et on ne floute pas parce qu'on a peur, là. Donc, en tout cas, le musée d'Orsay dit Courbet, avec l'origine du monde, s'autorise une audace et une franchise qui donne au tableau son pouvoir de fascination. La description quasi anatomique d'un sexe féminin n'est atténuée par aucun artifice historique ou littéraire, grâce à la grande virtuosité de Courbet, au raffinement d'une gamme colorée ambrée. L'origine du monde échappe cependant au statut d'image pornographique. Oui, je ne sais pas, pourquoi tu as choisi l'origine du monde, mais l'origine du monde, quel est le vrai discours, quelle est la vraie idée de Courbet quand il fait ça? On va y revenir à non. Parce qu'on va venir à toi, puisque toi aussi tu as fait une série d'origine du monde, non? Ouais. Donc on y vient. On ne pose pas la même question. Mais justement, on y vient. Je voulais aussi montrer le travail de Michaeline Thomas, qui est une artiste noire américaine de notre génération, très importante. Ici, le corps est noir. Donc c'est une représentation. C'est une représentation d'un corps noir. En plus de ça, naturellement, les poils, parce qu'il faut appeler les choses par leurs mots, les poils ça ne se voit pas peut-être bien sur l'écran, mais les poils sont représentés par des brillants. Donc c'est brillant et il y a aussi une sorte de texture, ce qui rappelle un peu le cheveu afro quoi.
Donc ça, c'est Michaeline Thomas. On a aussi celle de Soagessi Raboteur, qui est une artiste d'ici qu'on a vue la semaine dernière. Alors là, elle est un petit peu de loin parce qu'en fait, elle a fait ce tableau et en fait, elle pose sur son compte Instagram face à ce tableau et dans son tableau, elle met un cadenas au sexe féminin. Alors, on n'a pas pu montrer ça complètement. Ce qui nous amène à une autre artiste qui s'appelle Deborah Robertis, qui elle, du coup, va personnellement s'assied dos au fameux tableau de Courbet, voilà, ici. Elle s'assied dos au tableau et elle écarte les jambes. Elle a une robe dorée qui rappelle le cadre doré du tableau. C'est au Louvre, c'est en pleine heure d'ouverture, donc le public est là. Et tout le monde voit l'artiste poser ainsi. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas orchestré. Elle prend l'espace. Ça a du sens aussi. C'est orchestré parce qu'elle a prévu de le faire. Oui, mais c'est pas orchestré par le Louvre. C'est pas orchestré par l'institution. Elle pose. On l'a laissé faire. Pose un acte. Non, elle l'a pas laissé faire. Elle a fait. Et après, elle s'est fait raccompagner, disons. Ouais. Elle se saisit d'un espace public. Ce qui nous emmène à l'œuvre d'Ernest, qui est une série de dessins. C'est une série de dessins. Et donc, du coup, moi, ce que je remarque quand même, c'est que tu donnes le titre de ces dessins, tu donnes le même titre, mais dans toutes les œuvres qu'on a vues jusqu'à présent, il y a une concentration sur vraiment le sexe féminin, qui est sans tête, presque sans sein, presque sans corps, puisque finalement, il y a une sorte de gros plan qui fait qu'on oublie le corps réellement, puisqu'il est vu d'en bas, il est dans une sorte de perspective qui l'annule presque. Mais ici, toi, non seulement il y a une autre chose qui m'a paru intéressante, c'est que autant Michaeline que Soagessi, que Courbet font une œuvre. Toi, tu en fais combien? Ces dessins, il y en a combien? Je sais pas, 200. 200 avec le même titre. Oui. Et là, tu mets le corps complet. Oui. La plupart du temps, il y a une tête. Parfois, il n'y en a pas. Pardon? Oui. Et même quand il y en a, la tête, parfois, elle-même est remise en cause. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? La première des choses, je voudrais dire que concernant Déborah, c'est pas... Déborah de Robertis, celle qui a fait la performance. Oui. Cette performance est une critique très violente de l'œuvre de Courbet. Elle va affronter, je dirais, un ordre établi qui montre cette œuvre qui a fait scandale à un moment parce que le nu n'était pas encore représenté avec le sexe comme ça, mais qui est dans la même continuité de ce qui avait été toujours fait avant. Et là, c'est une critique vraiment radicale, c'est-à-dire qu'elle prend la liberté, elle vient bousiller l'ordre établi et elle va se montrer nue. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et elle fait un scandale aussi sur le scandale, mais qui dénonce justement cette vision féminine qu'avaient les gens avant véritablement. Moi, quand je vais commencer là, et d'ailleurs, ma question s'inscrit dans le vivant passage dans le féminin. Et donc, je me pose une autre... C'est pas la même série, quand même. C'est pas la même chose. Il y a combien de temps entre les deux? Pardon? Non, mais ça, c'est une continuité, parce que les grands dessins ici oculaires, justement... Non, mais l'expo Passage par le féminin, c'est avant ou après ces dessins-là? C'est après. C'est après. Donc tu fais ces dessins avant. Avant. C'est donc ça, tu fais une centaine d'œuvres sur l'origine du monde. L'origine du monde. Tu ne peux pas ignorer Courbet. Oui, mais certainement, il y a derrière ça une critique. Voilà. Justement. Et un an plus tard, tu fais cette exposition. Peut-être on peut montrer des photos. Voilà, on a une ici. Qui était la continuité de la pensée. Qui est la continuité de ma pensée. Mais où là, en fait... Là, ça ne se voit pas. Peut-être qu'on peut avoir une vue de l'exposition où ces grands ovales rappellent un peu. C'est les grands miroirs.
C'est le miroir C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses. Mais c'est une ouverture, c'est tout ce que tu veux, c'est la même chose. Moi, la question que je pose... On va revenir dessus parce que je ne pense pas que ce soit la même chose. Je ne veux pas qu'on s'y trompe. Il y a pour moi... toute ma réflexion était sur la mort, sur le vivant. Et l'origine du monde, pour moi, me permet de réfléchir d'où venons-nous. Et donc, je dis dans le texte, il y a un texte, hein, je vais te l'envoyer un de ces jours, j'ai commis un texte, et qui dit, je dis la chose suivante. Lorsque le monde existe, les planètes existent, voilà qu'existent immensément d'infiniment petits, qui n'ont pas de destin. Et par magie, ces petits éléments vont se démerder, vont se rassembler, et c'est là que part l'origine du vivant. Et c'est là que partent les espèces. Et que pour que les espèces existent... Tu parles des spermatozoïdes ? Pardon ? Les petits éléments qui se rassemblent comme ça. Les particules oui, mais je veux dire, on est dans le poétique. Oui. L'ensemble des infiniment petits qui n'ont pas de destin vont finir par donner des espèces. Et ces espèces, la reproduction ne peut exister que par l'existence du féminin, dont la femme fait partie. Et la femme est partie centrale dedans. Et ce qui m'intéresse dans ça, c'est que on parle de l'impensable de Dieu, de cette origine, de cette magie, de cette chose extraordinaire de l'ordre de l'impensable. Il me semble qu'il y a le même phénomène qui se passe à l'intérieur de la femme, parce que c'est elle qui va donner la vie. Par quelle magie la vie arrive par la femme? Et pour moi, la femme, c'est l'origine du monde. Le féminin, c'est l'origine du monde. Mais quand tu dis passage oui. par le féminin, oui. Quand tu parles de l'origine du monde, quand tu parles de la vie, oui. Moi, j'ai le sentiment que le passage obligé, c'est celui du vagin. Oui, mais le vagin n'est pas considéré comme un vagin, comme objet de désir. Il est considéré Exactement. Comme le lieu d'où surgit la vie. Et donc ces grands ovales, oui. Ce sont des vagins? Oui. Est-ce que ce sont des vagins? Non. Pour moi, elle parle. Les interprétations sont possibles. Est-ce qu'on peut les voir comme ça? Tu peux le voir comme tu veux. C'est la liberté. Bon, lorsque je crée, celui qui est en face... Et à la liberté, la créativité en face se passe dans les deux temps, dans la proposition de l'artiste et dans la relation qu'on va établir, qui n'est pas une relation fixe, mais qui est une relation de réflexion. Et la réflexion peut naître l'idée de vagin chez toi, comme ça peut être toutes sortes d'idées qui peuvent naître, mais c'est une relation poétique que tu peux avoir dessus. Et que chaque individu a une relation poétique qui est totalement différente. Ce que je veux dire aussi Mais Ernest, oui. Tout le monde peut avoir une idée différente. Mais absolument. Mais absolument. Mais en même temps, il y en a qui se donnent plus ou qui s'imposent plus que d'autres. Mais ça, c'est le... Et quand tu parles d'un passage et qu'on a des grands ovales... Oui. Avec, on a le sentiment qu'on passe par là. Je ne conteste pas ça. Mais tu obstrues le passage. Non, mais il n'obstrue pas. Mais si. Il n'obstrue pas. Mais si. C'est encore l'hymen. C'est des représentations de corps féminins qui sont dedans et des objets féminins qui se trouvent dedans, qui symbolisent, si tu veux, le féminin. Tu vois ça? De manière on dirait tout un petit monde. Moi, ce que je vois, c'est aussi des transparences. Et des traversées, je ne vois pas d'obstruction ni d'obstruction. Il y a quelque chose au milieu. On dirait... Il n'y a pas de cavité, on dirait un petit monde, un microcosme. C'est un microcosme. Des petites planètes. Absolument, c'est un microcosme qui est fait de ce qui peut représenter le corps féminin, mais dans lequel on va trouver d'ailleurs dans les dessins aussi, des objets qui sont en mutation, qui sont des formes qui n'ont pas encore de destin. Plein de choses comme ça que tu vas trouver. C'est-à-dire un Big Bang. Il y a l'idée d'une métamorphose qui se passe là. Et la métamorphose, c'est cette magie qui se passe à l'intérieur du féminin, qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire, qui est le lieu du mystère. Ce qui est intéressant, puisque tu parles de mystère, c'est aussi que dans cette question de la représentation des corps, mais aussi de la représentation des femmes dans le monde de l'art, c'est qu'on passe fondamentalement, en tout cas de façon progressive, à cette muse, finalement, qui est le modèle, qui est celle qui inspire, la pureté. Et qui est, dans une certaine mesure, déifiée.
à ce corps, et on le voit dans l'acte de performance, à ce corps qui se dit, on le voit avec les guérilla, qui dit quoi? Parce que les guérilla girls par exemple. Exactement, mais qui se dit, mais j'ai le sentiment que tu vas pas jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, moi, ce que je vois dans cet acte de Déborah, c'est que jusque-là, ce que tu parles d'archaïsme, mais sans aller jusque-là, mais il y a une vision poétique de désir qui est exprimée presque à la pornographie qui est dite ici. C'est beaucoup plus violent on n'est pas du tout dans la séduction. Non, je dis presque. Je parle pas de séduction, je dis de désir. Non, mais là, il n'y a pas d'acte de désir dans la pornographie. C'est une industrie de désir. C'est pas ce que je veux dire par là. C'est pas la même chose. L'œuvre de Courbet, elle parle du désir. Elle fait appel au désir masculin pour le sexe féminin. Attends, je vais jusqu'au bout, tu me diras. Et cette mise en scène renverse complètement ou annule complètement cette idée du désir pour le corps féminin pour remplacer une représentation du corps féminin presque comme un outil d'agression. Je ne suis pas si sûr, parce que dans l'œuvre de Courbet, il y a deux lectures. Il y a une lecture qui m'intéresse et que je reprends à mon compte, qui est le lieu du mystère de la vie. Pour moi, ça, c'est une chose extraordinaire qu'on retrouve dans l'œuvre de Courbet. Mais est-ce qu'il détourne pas le désir dans son titre? Il donne le titre. Il dit l'origine du monde. Mais quelque part, et c'est ce qui fait que l'œuvre reste dans cette limite, qu'elle ne tombe pas dans la pornographie, parce qu'il y a le titre qui parle de l'origine du monde, mais il y a clairement la représentation qui va susciter le désir, n'est-ce pas? Moi, j'ai une lecture. Mais le désir n'est pas absent. La preuve, quand je dis le vivant passage par le féminin, et dans l'autre texte que je dis, il y a deux désirs qui me semblent importants. Et c'est là où la question du mystère et comment on est conçu, c'est une chose extraordinaire, qu'on ne peut pas comprendre ce mystère-là. La conception. Si nous faisons, et toutes les espèces se reproduisent, et chez toutes les espèces, la question du désir existe. Mais le désir se confond avec le désir de la vie. Et quand je dis que les infiniment petits vont se rencontrer pour donner justement des espèces, c'est parce que le désir de la vie est tellement fort que finalement des espèces vont naître. Et il y a justement une rencontre entre le désir, et nous sommes faits pour ça, pour que le désir nous permette de nous reproduire. Et d'ailleurs, quand on a un vieux couple, etc., ou qu'on devient vieux, faire l'amour devient presque une corvée. C'est-à-dire que le désir a disparu. Et le désir disparaît parce que nous ne pouvons plus enfanter. Nous ne pouvons plus. Tu parles naturellement, tu parles du corps humain. Le désir va tellement loin. Chez certaines espèces, certaines fleurs, on se rend compte qu'elles vont prendre des couleurs, elles vont s'épanouir pour que des oiseaux viennent les butiner par les couleurs qu'elles vont offrir ou par les odeurs pour transporter justement le pollen ailleurs. Et ça, c'est une question de désir qui est extrêmement importante. Et les deux désirs se rejoignent quelque part. Chantalia, est-ce que le désir est présent dans ton travail? Le désir? Oui. Et est-ce que la relation du désir masculin ou du désir féminin, est-ce que c'est quelque chose qui est équilibré? Est-ce que tu as le sentiment que c'est équilibré? Non, je ne pense pas que le désir soit présent dans mon travail. Justement... Mais certainement la maternité. Oui. Mais la vie est présente. Oui, la vie. Il ne peut pas avoir de vie sans désir. Et sans désir physique, sans désir amoureux. Ce sont deux désirs qui se rejoignent quelque part. Après, les hommes en ont fait quelque chose de l'ordre du plaisir. Mais heureusement qu'il y a du plaisir parce que peut-être qu'on ne se serait pas reproduit. Mais dans le désir, il y a une multitude aussi de densité, j'ai envie de dire, et d'arrière-pays. Il y a le désir de la création, le désir du geste, le désir Mais c'est lui qui guide. Non, mais on parle clairement du désir entre hommes et femmes. Hein. Oui, non, et particulièrement du désir masculin. Sortir le désir de cette acception aussi parce que il est beaucoup plus pluriel. Si on prend le règne animal, on s'extrait du règne animal. La reproductibilité
est assumé seulement parce qu'il y a du désir des autres espèces. Ils ne collent pas, ils n'ont pas envie de faire du brin, ils n'ont pas envie de faire de plein de conneries comme ça. Eh bien, s'il n'y avait pas ce désir-là qui existait chez toutes les espèces, la reproductibilité ne serait pas assumée. Par contre, en faire du désir l'objet de la vie, ça c'est une autre chose. Mais je veux dire que la question du désir est liée à la question de la pérennité des espèces, est liée à celle de la vie. Et donc à partir du moment où moi je travaille sur la question de la vie, sur le mystère de la vie, je ne peux pas exclure le désir. Parce que ce que je veux démontrer à travers ma réflexion, ces deux désirs se confondent. Et j'essaie de comprendre, si tu veux, on n'arrive pas à comprendre ça, on n'arrive pas à percer le mystère qui nous a fait comme ça, mais en tout cas les choses sont bien faites pour que le désir corresponde au désir de la reproductibilité des espèces. Dans ton travail, tu dis que tu n'as jamais peint vraiment un corps masculin. Donc tu peins que des femmes. J'ai toujours peint des femmes. Dans la mythologie de la Lune, oui. Tu peins des femmes qui n'ont pas de tête. Oui, mais même dans Fromager. La première pièce que je vais faire dans Fromager, c'est la Lune et le Soleil qui rencontrent pour enfanter la Terre. Donc il y a déjà cette idée qui est là. Et le féminin vient de mon travail. Pourquoi? Parce que je suis né à la campagne et j'ai vu les conditions de vie des femmes. J'ai vu les conditions de vie de ma propre mère. Et donc à partir de ça, c'est une espèce, presque une espèce d'hommage quelque part. Hein, quelque chose de fondamental. Et j'ai 2 enfants, j'ai eu un garçon. Je me suis battu pour avoir une fille. Mes 2 enfants ont eu des enfants. Mon fils a eu 2 garçons, avec 10 ans de différence. Je les ai titillés en permanence pour avoir une fille. Il y a eu un garçon, je l'aime, je l'adore, il est extraordinaire. Ma fille a eu un garçon, et je lui ai pris la tête. Je veux d'une fille avant de mourir. C'est quelque chose qui est inscrit en moi. Une petite fille, j'ai une petite fille. Et là, je suis comblé. Mais avec Fromager, la mythologie de la Lune, ouais. Même dans les radiographies. La série blanche, série blanche. Tout le féminin. Maintenant, les dessins en profusion. Oui, Donc tu as une profusion de représentations féminines. Oui. Comment ça se passe dans ta vie d'homme, du coup? Est-ce qu'il y a une obsession Il n'y a rien d'obsessionnel. On a l'impression. Moi j'assume. Comment? J'assume une posture. Quand je fais tout ce travail sur le féminin, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement esthétique. À ma manière, je participe justement à la vraie place de la femme dans le monde d'aujourd'hui. Je cherche à abattre tout ce qui est de l'ordre de la communauté, tous les vieux archaïsmes qui permettent de considérer la femme comme quelque chose de secondaire, comme un être qu'on peut utiliser à sa guise quelque part. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et si les femmes sont toujours dans ce combat, c'est qu'un certain nombre de questions n'ont pas été résolues, un certain nombre de vieux archaïsmes demeurent dans les sociétés modernes aujourd'hui. Et il s'agit de les déconstruire. Est-ce que quand tu vois l'œuvre d'Ernest avec une femme qui saute au-dessus d'un chien sans tête, est-ce que ça te dérange? Ça me dérange. Et il est là, le tableau est là. C'est une femme sans Cynthia. tête qui saute. Écoute, le fait qu'on lui enlève la tête. Moi, dans cette série, d'ailleurs, que je connais assez bien parce que j'ai fait tout un master sur le travail d'Ernest, j'ai un autre rapport à ce corps qui a une dimension du féminin, mais il me semblait que ça amène quelque chose de différent aussi dans le discours des corps. Elle tient la lune, non? Parce que il y a une assignation, enfin on a beaucoup parlé de ce terme-là, mais au genre. Et il me semblait que là, il y avait quelque chose de l'ordre d'une humanité, d'un être, d'une âme. Sans et tête. que ce corps, finalement, il n'est ni féminin ni masculin. Exact. Il est au Oui, c'est monde. vrai. Exact. Et moi, en tout cas, je l'avais analysé comme Absolument, ça. absolument. En tout cas, la lune, c'est déjà un symbole féminin. Voilà, il y a beaucoup de dimensions qui relèvent du féminin dans ce travail-là. Voilà. Mais il y a du masculin aussi. Je voudrais parler Oui, de ton parce travail. qu'on trouve parfois ces femmes un peu hybrides, je trouve, avec des espèces d'extensions un peu rhizomiques et phalliques. On va regarder le travail de Chantaléa un peu.
Mona Lisa. Ah, Mona Lisa. Dans un sens, quand Micheline Thomas prend l'origine du monde, J'ai commencé comme ça en fait. est-ce que toi aussi tu t'appropries une œuvre de l'histoire de l'art et tu y mets... Elle est noire ou elle est indienne? Non, elle est noire, Mhm. avec une robe madras qui est déconstruite, en fait, comme celle que j'avais présentée à l'Arawak. Tout hérissé de pics, en fait. Et Chlore de Cunha? Chlore des Cunha, ça parle de la pollution, mais je ne voulais pas que ça soit forcément localisé. Et ça, c'est un détail d'une toile plus grande. Qui fait 2 mètres sur 1 mètre. On en a une autre du même titre, juste à côté, qui arrive. Ouais. Et là, il y a l'idée de la maternité, de l'allaitement aussi, et le fait... enfin, j'avais cette suspicion quand j'allaitais les jumeaux, de se demander est-ce que tu fais pas passer le poison à travers ce que tu donnes de plus précieux, en fait. Et, voilà, elle est ici. Et celle-ci? C'est la même. Non, c'est pas la même. C'est pas le même dessin. Hein. C'est le même dessin? En fait, là, c'est un tableau où on n'a que cette scène-là, alors que l'autre, on a toute... c'est comme une fresque, on a l'Indien Caraïbe. Et cette œuvre, elle mesure combien alors? Celle-là, elle fait 1 mètre sur... Elle est taille moyenne à peu près. Voilà, ouais. je sais plus. Et c'est une photo ou c'est un dessin ou c'est une... En fait, ça part d'une vidéo, parce que souvent, je vais travailler... Les tableaux qu'on va exposer sont à la base une mise en scène, parfois, pas toujours, mais ça peut être une image qui est extraite d'une vidéo, puisque je fais des films expérimentaux. Mais je veux dire, c'est une vidéo de qui? De moi. D'accord. En fait, c'est une donc mise c'est toi en scène. sur la photo, Voilà, sur l'œuvre. Oui, oui, oui. Mais et tu rajoutes les bébés ou enfin, non, j'ai vraiment des bébés. C'est vraiment un film expérimental à la base. Ce sont tes enfants à toi? Non, ce sont deux poupées. Deux poupées. Deux poupées, puisqu'ils étaient déjà plus grands, les jumeaux. Mais en fait, ça part d'un film expérimental où je me filme, puisqu'en général, les films expérimentaux, je fais tout de A à Z, montage et tout ça. Enfin, voilà. Donc, c'est tiré de ce film-là. Et là, tu utilises ton corps pour dénoncer un peu l'empoisonnement. Oui. Et mon histoire avec ces 2 bébés. Et à quel point cet empoisonnement peut avoir des répercussions, non seulement physiques, mais aussi psychologiques, puisque tu es contrainte d'allaiter, et en même temps, tu as le sentiment tu as l'impression de faire le mieux, parce que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en même temps, voilà. Est-ce que tu as le sentiment que ton corps est utilisé malgré toi, ou pourrait être utilisé malgré toi pour transmettre, pour permettre une transmission toxique, quoi? C'est un peu ça? C'est ça. Est-ce que vous faites un constat qu'aujourd'hui, dans la représentation de la femme, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement et qu'on ne peut pas représenter la femme comme on représentait au XIXe siècle, au début du XXe siècle, aujourd'hui? Personne ne peut le faire aujourd'hui. Mais déjà, la femme, elle peut se représenter elle-même, alors qu'au moment, elle ne pouvait même pas. Ce qu'elle dit aussi, c'est que dans un sens, on n'a plus besoin... Pardon? Dans un sens, qu'elles disent qu'elles n'ont plus besoin des autres pour parler à leur place. Oui, mais c'est que les hommes aussi parlent de la femme. Les hommes ne représentent pas la femme comme elle était représentée avant, avec toute la charge de domination, avec toute la charge justement communautaire. Et les hommes sont... Historiquement, on ne peut plus faire ça. J'entends, mais ce qu'elle dit, c'est qu'elles n'ont même plus besoin que vous le fassiez du tout, ou qu'on le fasse du tout. Mais non, mais... C'est ce que tu dis, non? Si vous faites... Oui, on peut le faire soi-même. Si nous faisons... Parce que moi, je ne veux pas faire un distinguo. Tout le travail que je fais, c'est montrer que nous sommes dans la même humanité. C'est ça. Et si nous faisons le distinguo, ce que la femme doit faire, ce que l'homme doit faire, je dis que la femme et l'homme doivent faire. Finalement, les paradigmes ne sont pas déconstruits. Mais justement, Cynthia, donc, du coup, je vais regarder un petit peu quelques œuvres que tu nous as envoyées, notamment, il y en a une pour une œuvre, une nuit. Ah, une nuit, une œuvre. Oui, où j'ai le sentiment, l'œuvre va certainement arriver, j'ai le sentiment que sur cette œuvre, le corps de la femme, elle est vidé un peu.
Bah, en Tu fait, vois, c'est-à-dire si tu parles il reste son enveloppe. Alors, cette pièce, enfin, ce travail existe de deux manières. C'est-à-dire que la première photographie, c'était un autoportrait, enfin, ça remonte à plus de 20 ans, et cet autoportrait, c'était avec un appareil argentique. Et j'étais encore à l'école d'art d'ailleurs, c'était ma dernière année. C'est cette œuvre ici, là. Oui, alors cette œuvre-là, c'est différent, parce que là, c'est une collaboration avec David Gums. Mais c'est toi, là. Oui. Ok. Et l'œuvre ici, c'est une œuvre numérique, c'est une vidéo, c'est une photo. Alors c'est une capture d'une vidéo. Alors j'explique l'histoire de cette photographie. Donc c'est une photographie en noir et blanc au départ. Là c'est pas perceptible, mais dans la révélation du film, il y avait eu des pets. Et j'avais cette posture un peu courbée. Et on avait l'impression d'un corps mort. C'est ça. Et donc dans la première réinterprétation de cette image, je ne sais pas si je l'ai envoyée, mais je la mets en opposition avec ces Strange Fruits, et les Strange Fruits. Et en fait, désolée si je ne... La chanson Strange Fruits. Oh, Strange Fruit. C'est la photo de Nina Simone. C'est Nina Simone. Voilà, on renvoie à ces corps suspendus etc. Non, pas suspendus, c'est dans des corps qui sont pendus aux arbres, et à l'époque de l'esclavage, qui sont maintenus pendus, même quand ils sont morts. Absolument. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, on a l'impression que c'est l'arbre qui apporte un fruit bizarre. Justement, et c'est une suspension qui est une suspension meurtrière, quoi. Et donc, c'est la première manipulation que je fais avec cette image. Et à un moment donné, je vais me questionner parce que j'ai aussi dans mon travail ce questionnement d'épuisement, de déclinaison. Et je me dis, mais est-ce que cette photo pouvait échapper à ce qu'elle est? Et est-ce qu'il y aurait une dimension poétique? Et donc, effectivement, la première fois que je lance le programme Une nuit neuve, c'est dans mon atelier à Pantin à l'époque, dans le ventre de la baleine. Et je l'envoie à David Gums parce que c'est le premier artiste invité. Et lui, il va transformer ce corps en un corps parce que là, c'est juste une capture qui va fleurir. Et le corps ne fait que s'engendrer à l'infini dans la vidéo. Et on a une autre image où tu es en scène avec, au fond, une photo de la déesse Autantote, c'est ça? De profil, où il y a, je ne sais pas si on la voit bien, au fond, donc tu as cette je ne sais plus comment on l'appelle. Oui, la Vénus. La Vénus Autantote, voilà. Où on a le sentiment que tu la mets là, un peu comme une dénonciation de l'utilisation du corps de la femme, mais en même temps, on peut pas s'empêcher de se poser la question, encore une fois, de la réalité des fesses de la femme comme objet de désir. Comment est-ce que ces deux réalités peuvent exister? Ces deux réalités existent parce qu'on les a construites. Comme on l'a expliqué, ce sont des mécanismes, et les déconstruire aujourd'hui, c'est repenser le monde, non pas du point de vue justement du genre, mais des humanités, comme disait Ernest. Et dans ce travail-là, oui, il y a un regard qui est posé sur le corps, interrogé, réinterrogé. Pas seulement sur le corps, parce que là, tu choisis de la mettre de profil. Donc il y a... Mais en fait, ce corps, il existe dans sa matérialité. De profil, c'est venir redire qu'est-ce qu'on indexe. Au final. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ton choix, c'est toi qui le mets là. Évidemment, c'est un choix. Mais c'est un choix qui remet en lumière aussi ce corps-objet. Ouais. Bon, regardez une autre œuvre de toi, peut-être. La Vierge Marie et l'enfant. On revient à ces rapports un peu antithétiques de ce qu'on attend des femmes, de cette idée aussi de ne pas rester à sa place. Il y a aussi ce corps qui finalement est un corps
qui est fécond, mais en tout cas, ce travail-là parle un peu d'une histoire personnelle, mais je pense que l'intime, on peut en parler ou pas? Les questions de l'intime renvoient fondamentalement à des questions collectives. Hein. Donc, parler de l'enfantement, parler de l'engendrement. Tout part de là, en fait. On a parlé de l'engendrement du monde. Et moi, en fait, dans toute cette série, d'ailleurs, il y a toute une série avec des aiguilles, des pansements, des corps, des crucifixions, de crucifixions, etc. Le corps est assez... en fait, je pense que c'est une série qui n'était pas visible, enfin que je n'ai pas publiée, mais qui a commencé en 2019. Parce que, en fait, d'ailleurs, il y a, enfin, ce sera long d'en parler, mais je voudrais renvoyer ceux qui nous regardent à un podcast, en fait, Vénus s'épilait-elle la chatte. Il y a toute une série, et je trouve que le titre est tout aussi bouleversant et violent que les propos. Le corps des femmes dans l'histoire de l'art, en tout cas occidental, est très peu visité du point de vue de la maternité. On voit très bien que... non, on ne peut pas dire ça. La femme et l'enfant, c'est oui, la femme et l'enfant, classique. La femme et l'enfant, mais dis-moi combien d'œuvres tu verras avec la femme qui porte le ventre. Mais ça, c'est pas la maternité, c'est la grossesse. Oui, mais en tout cas, tous les processus qui vont mener à cette gestation. Mais c'est pas la maternité. Donc, mais ici, où tu te mets en scène à la place du Christ, en fait, que tu reprends dans la Vierge Marie, c'est toi parce qu'on voit pas bien en fait. On voit, en fait, c'est une mise en scène aussi de toi. En fait, l'image est faite de couches et de sous-couches. En fait, elle est il y a beaucoup d'emmêlements, il y a beaucoup de strates, il y a beaucoup de peau et de textures. Donc dans l'image précédente, il y a effectivement en filigrane mes yeux et une partie du visage. Et dans celle-là, il y a évidemment, moi on reconnaît, et puis ce corps qui se disloque et qui fond sous les gouttes. Et d'ailleurs, ces gouttes-là, c'était des vraies gouttes parce que c'était un matin où je partais à l'hôpital et en fait, on doit se laver avec de la bétadine. Donc en fait, j'avais ce corps comme ça qui m'est apparu sanglant. Voilà, on a le sentiment que tu dis des choses dans les œuvres que tu dis pas vraiment ici. Mais je ne suis pas fondamentalement obligée de les dire. Non, mais je n'ai pas dit que tu es obligée, mais c'est ce que je demande. La pudeur s'arrête à la photo ou comment ça se passe? Non, il n'y a pas de pudeur en fait. Hein. Non, mais je peux dire que des fois, à travers une expérience individuelle, enfin moi... par exemple, au début, enfin du mois d'octobre. C'est vague une expérience individuelle. Oui, mais il ne faut pas oublier que l'œuvre, l'œuvre dépasse. C'est une expression. Il y a un indicible, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, que le mot ne peut pas dire. C'est seulement l'œuvre qui, lorsqu'elle est soumise à l'interprétation, que l'on va ressentir. Mais nous, ce qui nous intéresse, on ne peut pas traduire par le mot tout ce que dit l'œuvre. Naturellement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'où ça vient. Après, ce qu'on en fait, chacun en fera ce qu'il pourra. Mais moi, ce que c'est d'où ça vient. Ce que ce travail dit, c'est encore une fois des questions qui m'étaient personnelles, effectivement, mais qui ne sont pas dites dans l'espace public, qui sont aussi tabous. Enfin bon, quand on voit même le travail qu'a fait Frida Kahlo sur son corps, sur sa fracture, sur, encore une fois, cette envie de l'enfantement et l'enfantement qui passe par la création. Moi, dans mon histoire personnelle, il y a ce désir, puisqu'on parle de désir, ce désir d'enfantement qui n'est pas arrivé, en tout cas au jour. J'ai traversé aussi des moments d'hospitalisation, j'ai perdu 2 enfants. Tout ça, en fait, ce sont des histoires qui sont personnelles. Et j'ai vécu l'accouchement d'un enfant mort. Enfin, ce sont des choses qui sont très dures, mais qui ne disent pas l'œuvre. Est-ce que ça aide de les mettre en scène? Non, parce qu'il n'y a pas une dimension thérapique, par exemple, dans mon travail. C'est plutôt comment on analyse, à partir d'une situation personnelle, un certain nombre de questionnements qui n'apparaissent pas. Et moi, je me suis questionnée, mais comment on se saisit de cette question de la créativité, de cette... Enfin, c'est un mot qui est un peu leitmotiv aujourd'hui dans ma bouche, mais et tu le répétais, cette assignation à l'enfantement, à la maternité.
est-ce que le corps est fondamentalement féminin et est-ce que le corps est fondamentalement maternel? Enfin, la question de la maternité, c'est encore autre chose. Les femmes ne sont pas fondamentalement maternelles, elles ne sont pas fondamentalement tendres, elles peuvent être violentes, elles peuvent être dans la force, dans la tendresse. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui habitent l'œuvre. Et dans cette série de dessins, c'est vrai que ces dessins naissent parce que je récupère aussi, quand je suis chez la biologiste et qu'elle dessine, je vois des mondes. Donc je dis, est-ce que je peux récupérer la gynéco écrit, enfin, des textes, j'ai récupéré des textes, j'ai récupéré plein de fragments. Il y a aussi des radiographies, enfin, il y a plein de choses qui viennent construire. Et en fait, finalement, je les vois comme des morceaux de vivant, comme des possibilités de vivant, comme des choses qui sont en train de se générer. Et peut-être que d'une certaine manière, j'enfante dans l'œuvre. Mais il n'y a pas cette dimension un peu catharsis. Non, mais ce qui est bien, je trouve que l'œuvre est c'est une expérience qui est dite à travers un langage plastique, qui n'est pas le langage parlé, qui n'est pas le langage littéraire, et qui laisse en suspens un certain nombre de choses, voilà. et dont il n'est pas nécessaire de le dire, parce qu'à ce moment-là, ça devient une espèce d'illustration quelque part. Exactement. Et je crois que le mystère doit aussi demeurer au sein de l'œuvre. À partir du moment où tu dis tout ce que tu penses face à l'œuvre, c'est terminé, tout le mystère a disparu, l'œuvre s'effondre. Est-ce qu'il y a une scission entre celles qui ont enfanté et celles qui n'ont pas enfanté? Chantal Léa. Une scission? Est-ce qu'il y a d'un côté les femmes qui ont enfanté, de l'autre côté celles qui n'ont pas? Je sais pas quoi répondre à ça. Moi, je pense est-ce que c'est une question qui n'a pas de sens? Moi, je pense que les femmes enfantent toujours, comme les individus et comme les êtres enfantent. On enfante symboliquement, on enfante des moments, on enfante des rencontres, on enfante la poésie, la poétique. C'est le désir de vie, hein. C'est le désir de vie derrière le désir de perpétrer, de continuité les espèces. Alors, chez les animaux, c'est un réflexe, c'est inscrit dans leur gène véritablement de l'avoir. Chez nous, c'est un acte de conscience. Donc, tu peux rencontrer des femmes qui ont envie d'enfanter parce que c'est tout à fait naturel et qui, pour d'autres, pour des raisons, pour certains des goûts, des raisons économiques, vont refuser d'enfanter. Mais ça peut passer par la création d'autres choses aussi. Ah oui, on n'est pas obligé de s'accomplir parce qu'on est femme que dans la maternité. On n'est pas obligé de passer par là non plus pour être accompli totalement. Absolument. Ou pour créer. En fait, il y a ce livre de Françoise Vergès, Le ventre des femmes. Je veux dire que aussi, les femmes ne sont pas des ventres. Voilà, on parlait d'assignation. Voilà. Le livre de Françoise Vergès va dans l'autre sens, vraiment. Oui. C'est autre chose. C'est un déni. C'est un déni. Je veux dire, dans la relation dans la relation de domination d'un peuple vers un autre, particulièrement à la Réunion. Mais oui, mais la question de la domination, elle est aussi dans ce qu'on attend de... Non, mais c'est autre chose, mais qui peut-être existe aussi ici. On doit finir. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Thank you very much. I will see you next time. Et merci à notre partenaire, l'hôtel Arawak. Ah ouais. Bye bye.